Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Week-end. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'épopée de la Nef, la salle de musique actuelle de Grand Angoulême qui fête ses 30 ans ce samedi. Et on va découvrir des vêtements éco-conçus imaginés par des étudiants d'Angoulême qui organisent d'ailleurs un défilé inédit jeudi. C'est parti! Et pour commencer, nous allons donc parler d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, celui des balbutiements de la Nef. Le premier concert, c'était le 1er avril 1993. 3 décennies plus tard, 12 000 musiciens sont passés sur scène. Un anniversaire fêté en grande pompe ce samedi et dont on va parler aujourd'hui avec nos invités. Ligui Chauveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des créateurs de la salle. Et Laetitia Perrault, vous êtes la directrice. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Et en plateau, Renaud Joubert, photographe à Charente-Libre et habitué de la Nef, qui va donc mener cette interview. Ligui, Laetitia, bon anniversaire. Et oui, merci. 30 ans. Et à toi aussi. Et à 30 tout le ans, public. vous les faites pas. Je m'adresse à Ligui. Quand vous avez monté cette salle en 93, est-ce que tu imaginais le succès qu'elle a aujourd'hui ? Bien évidemment, non, même si à l'époque, avec Jean-Louis Ménanteau et puis toute une équipe qui était autour de nous, on était convaincus et persuadés. D'abord, il y avait un vrai manque sur Angoulême, et puis on était persuadés de notre envie, de notre savoir-faire, et on avait vraiment envie, après, puisqu'on était passés tous les deux par le Mazoin, qui était un café-théâtre situé dans les caves du théâtre, à la fermeture de celui-ci, avec Jean-Louis, on s'est retrouvés et on voulait réouvrir une salle dédiée aux musiques bruyantes, amplifiées, les termes ont évolué, sur Angoulême. Et du coup, on a commencé avec l'association Dingo, qui avait l'antenne des découvertes du Printemps de Bourges, à organiser des concerts sur Angoulême. Tout en étant soutenu à l'époque par le théâtre, par le Festival Musique Métis avec Christian Mousset, qui était le président de l'association Dingo. Et on a organisé nos premiers concerts avec, les plus connus, c'était Johnny Clegg à Soyaux, ça a été Jean-Louis Aubert à ma campagne. On a écumé toutes les salles de l'agglomération, on a fait MC Solar à la Grande Garenne, on a fait donc plein de concerts avant l'ouverture de la Nef. Et c'était une époque où, début des années 90, le ministère de la Culture il y avait un programme qui avait été lancé pour aider les salles de musique actuelle à ouvrir en France, pour faire un maillage de cet ordre-là. Et il y avait des subventions pour l'investissement qui étaient données par le ministère de la Culture. Avec Jean-Louis et par l'intermédiaire de la DRAC, on avait réussi à l'époque, donc début des années 90, à négocier une enveloppe qui à l'époque était assez importante, puisque c'était aux alentours d'1 million de francs, pour acheter du matériel de sonorisation, d'éclairage, un petit peu des amplis, ce qu'on appelle du backline, des batteries, amplis de guitare, basse. Et donc on a été voir la mairie de l'époque en leur disant, on a obtenu un soutien important de la part du ministère de la Culture pour ouvrir une salle. Et on a commencé, avec l'aide des services de l'époque, de chercher des lieux où on pourrait installer cette salle. Et je me souviens d'un rendez-vous avec Jean-Louis, qui était à l'atelier municipal d'urbanisme, où le directeur nous dit « On a une friche qui est du côté de Grelais, à côté du marché de Gros. On ne sait pas trop quoi en faire. Allez voir, allez visiter. » Entre-temps, on était allé voir d'autres lieux. Et avec Jean-Louis, on est sorti du rendez-vous, on a filé voir cette salle. Et quand on est arrivé devant ce bâtiment, on a dit c'est là qu'il faut la faire, quoi. C'est là qu'il faut la faire. Le bâtiment était grand, il y avait de la place pour faire des parkings. Je crois, c'est oui, ça. c'était exactement. C'était une ancienne poudrière. Et du coup, les choses se sont enclenchées comme ça. Il y a eu un chantier école pour la déconstruction de l'intérieur du bâtiment, et puis le projet a continué d'avancer comme ça, soutenu par les partenaires locaux, et puis de fil en aiguille, on est arrivé au 1er avril 93 avec donc cette soirée d'inauguration avec le Taraf de Haïdouk et Maceo Parker. Très bien. Laetitia, aujourd'hui la Nef a un petit peu évolué, c'est plus tout à fait la salle de 1993. Quand on pousse les portes de la Nef, qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui ?
Mais justement, la photo que vous voyez, on voit l'extension qui a été faite en 2005 et qui accueille les nouvelles activités d'une scène de musique actuelle. C'est vrai qu'au départ, quand ça a été construit, la nef était innovante en 93 par l'accueil professionnel et 4 étoiles, m'a-t-on dit, du côté des artistes proposés par l'équipe. Elle a été aussi innovante en 2005 quand elle a construit cette nouvelle partie, la nef 2, pour l'accueil des groupes amateurs. Parce que c'est ça aussi une scène de musique actuelle, c'est pas juste vous proposer des concerts, c'est aussi vous proposer de préparer des concerts, de vous entraîner à jouer, etc. Donc 4 studios, un studio d'enregistrement, toute la partie aussi bureau administration, parce que entre le moment où ça a commencé et 2005, l'équipe a grandi pour pouvoir accompagner l'émission. Vous êtes combien là aujourd'hui à la nef ? On est 13. Donc des bureaux pour accueillir toute cette équipe, et c'est vrai que toute cette équipe, elle vous propose aussi au quotidien justement de l'action culturelle auprès des scolaires, dans vos communes, etc. Donc voilà, un projet qui s'est développé avec ces époques, parce qu'à chaque décennie au final, de nouveaux objectifs, de nouvelles missions pour cette structure. D'accord. Donc vous organisez des résidences pour les artistes. Je crois que ce week-end, on aura l'occasion de voir plusieurs groupes que vous avez biberonnés. Ouais. On en reparlera tout à l'heure au moment de la présentation du week-end. Je vais juste revenir, on va voir la boîte à souvenirs et parler des grands moments de ces 30 ans. Avec évidemment le point d'orgue de ces 30 ans, c'est pour beaucoup la Garde Nef Party. 4 éditions. Une édition test en 2006 et 3 autres éditions 2007, 2008, 2009. Alors je cite en vrac les groupes Placebo, Archive, Muse, Arcade Fire, The Kills, Nada Surf, Justice, Iggy Pop, Franz Ferdinand, Ginzu, Phoenix, Vitalik, Gossip, etc., etc. C'était quand même des affiches de dingue. Comment, Lydie, je m'adresse à toi ou à vous deux, comment un tel festival a pu se monter à Angoulême ? À l'époque, Jean-Louis était un programmateur qui avait des grandes oreilles, on va dire, et puis qui avait réussi à constituer un réseau auprès de certains professionnels au niveau national qui sont toujours incontournables avec certains producteurs et programmateurs. Et il a réussi par ce réseau-là à attirer justement certaines personnes à venir tenter des choses sur Angoulême. Et c'est vrai que le site était absolument magnifique, la ferme des Valettes. Le site avec un gradin naturel magnifique, une vue superbe sur Angoulême. Là, on voit les photos. C'est vrai que c'est vraiment des très très bons souvenirs. Avec déjà à l'époque, on avait le souci évidemment de faire des belles scènes. C'était pas juste une programmation d'artistes, mais on tenait à ce que l'accueil du public soit parfait, soit 4 étoiles aussi. On avait fait très attention à ce que toute la partie, par exemple, réceptif en termes de pôle public, au niveau du camping, au niveau de la restauration sur place, que ça soit des choses qui étaient plus éthiques à l'époque, milieu des années 2000, on n'en parlait pas beaucoup. 2007, voilà. 2008, 2009. Et déjà, l'équipe de la Nef avait vraiment voulu mettre l'accent sur ça. Et puis oui, c'était vraiment une programmation qui avait beaucoup de gueule et qui serait effectivement très difficile, voire impossible à refaire aujourd'hui, là, du jour au lendemain. Tu me grilles ma prochaine question. Si aujourd'hui on veut remonter un festival comme ça, c'est possible ou c'est pas possible, Laetitia ? Dans le contexte actuel, non, c'est extrêmement compliqué. Les festivals en France qui existent de ce format-là aujourd'hui sont des festivals intégralement privés, portés par... on peut le dire, des multinationales. On assiste dans notre secteur à ce qu'on appelle une concentration aujourd'hui. Alors, concentration, ça signifie que les moyens sont au même endroit, c'est-à-dire les moyens de production, les moyens de diffusion sont au même endroit. Et du coup, ça donne un assèchement du nombre de groupes qui tournent. Et du coup, les quelques qui tournent sont énormes, mais coûtent extrêmement cher. Donc, faire un festival comme la Garde Nef, ce que tu disais, Ligui, tout à l'heure, le budget en 2006, c'était 1 million. Aujourd'hui, il faudrait faire un x20, voire x30.
Sauf que la nef, aujourd'hui, elle existe aussi parce que c'est un service public. Et je ne suis pas certaine que les contribuables soient... On peut peut-être faire une demande à Xavier Bonnefond. Ouais, pour augmenter les impôts locaux par 20 ou 30, je ne suis pas sûre. Donc on est vraiment dans une autre économie aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, nos objectifs à nous aujourd'hui, c'est de garantir une diversité dans les groupes, justement. De ne pas se concentrer que sur les énormes têtes d'affiche, mais de faire de manière à ce qu'il y ait plus de groupes à exister, de les aider à se développer. Et c'est là où l'argent du contribuable se pose aujourd'hui. D'accord. Dans les autres événements, il y a eu aussi le festival Punk in Drublic, Ouais. qui s'est joué sur une seule journée, mais une journée très intense, qui avait réuni des groupes de punk rock américains, NoFX, Bad Religion, Anti-Flag. Réussite totale. Est-ce que tu peux me raconter comment vous avez réussi à monter ça avec des groupes qui sont finalement en France assez rares? Alors pour le coup, là, c'est aussi le relationnel, comme à l'époque, Jean-Louis avait son relationnel avec le secteur, Baptiste Desvilles, le programmateur actuel, a aussi ce relationnel punk rock. Angoulême est une scène du punk rock, hyper connue pour ça. Donc on a pu accueillir cette tournée, c'était la date unique en France. Il y avait une date en Allemagne et une date en Espagne, sinon pour l'Europe. Ce qui fait qu'on a affrété des cars depuis Lyon, depuis Strasbourg, depuis Rennes, enfin voilà, des cars de la France entière pour venir sur cet événement. Et voilà, grâce à ce relationnel de Baptiste, on a pu accueillir cet événement effectivement sur une journée. Tu me racontais tout à l'heure, j'ai un chiffre sur ce festival, ont été ingurgités par 4000 festivaliers, 280 fûts de bière. Oui, ça fait quelques litres par personne, en moyenne 2 litres par personne. Donc certaines en ont plus consommé que d'autres. Oui, puis c'était le 8 mai, c'est ce que je te racontais. En fait, au bout de 2 heures d'ouverture du festival, on s'est aperçu qu'il nous restait que pour 1 heure de bière. Donc il a fallu affréter un SMI depuis Bordeaux, un 8 mai, pour pouvoir ravitailler le site. Et je remercie d'ailleurs la débauche au passage, parce qu'on travaille aujourd'hui qu'avec des brasseurs locaux. Et c'est la débauche qui a permis de faire le lien entre le moment où ça manquait et le moment où on était à nouveau ravitaillé. D'accord. Maintenant, on va passer dans la case souvenirs. Je vais vous demander à vous deux de me donner 2-3 anecdotes, des beaux souvenirs de la nef. Qu'est-ce qui vous a marqué, Ligui? Qu'est-ce qui te vient en tête si je te dis la nef, un moment qui t'a particulièrement marqué? Il y a forcément le premier concert, parce que voilà, c'était l'aboutissement d'un travail de plusieurs années avec une équipe. Et c'est vrai que quand on a ouvert les portes et que Maceo est monté sur scène, c'était quand même... on s'est regardé et on a dit on l'a fait, quoi, parce que c'était quand même... c'était loin d'être facile. Après, au niveau des concerts, il y a eu effectivement beaucoup d'artistes qui sont passés, qui m'ont beaucoup marqué. Mais il y a aussi des petites anecdotes, comme je me souviens d'une troupe américaine qui s'appelait le Jim Rose Circus, qui était un cirque, mais vraiment à l'ancienne, avec des performances physiques, humaines, qui était un spectacle à ne pas mettre devant tous les yeux. Et je me souviens d'une famille qui débarque avec ses enfants pour venir voir. Ils avaient vu cirque, donc ils étaient venus à la nef et on leur a dit « Ah non, désolé, on ne va pas pouvoir vous faire rentrer » parce qu'effectivement, certains numéros qui se produisaient sur scène n'étaient pas à mettre devant tous les yeux. Mais il y a, je sais pas, des concerts, des choses qui... pas forcément avec beaucoup de monde, ou pas forcément avec des noms très connus, mais je me souviens d'une opération qu'on avait montée, que Jean-Louis avait vraiment à cœur, qui s'appelait les Rencontres Improbables, qui était en fait partie de l'idée que les musiciens locaux, des fois chacun était un petit peu dans sa chapelle musicale et il n'y avait pas beaucoup d'échanges entre les gens. Et Jean-Louis avait décidé de faire se rencontrer justement les musiciens, jazz, rock et d'autres esthétiques musicales, et de leur dire rencontrez-vous, mélangez-vous, formez d'autres groupes, travaillez sur un répertoire différent et vous pourrez vous produire sur la scène de la nef dans des conditions super pro. Et ça avait donné... donc ça s'appelait les Rencontres Improbables parce que c'était vraiment des gens qui venaient des univers différents. Il y a eu la chorale, les petits chanteurs à la gueule de bois qui a été aussi, qui est né de ces rencontres. Qu'on verra ce week-end d'ailleurs. Et c'était vraiment des moments forts de la nef, parce que c'était dans un esprit de rencontre et c'était vraiment des belles soirées. Ouais. D'accord. C'était chouette.
Laetitia? On reste sur l'esprit de rencontre. Moi, le moment qui m'a le plus marqué, c'est... alors, c'est un moment long, parce que justement, on fait les choses sur le temps long, au quotidien maintenant. C'est la création de l'opéra hip-hop, donc, qui était un projet où on faisait se rencontrer des élèves du lycée Collège Saint-Paul avec des élèves de la Grand Fond. Et donc, ces élèves-là, une cinquantaine, ont travaillé pendant 2 ans ensemble, donc des élèves de classes sociales extrêmement différentes, qui se croisent très peu. J'étais venu les voir, je me rappelle. Ouais. Et ils ont travaillé pendant 2 ans, ils ont rencontré des artistes pour les aider à travailler, du type Gaël Faye, Médine, etc., à composer un opéra hip-hop, donc avec danse, musique, chant. Et voilà, et ça nous a permis non seulement que ces élèves se rencontrent, mais aussi leur famille au moment du spectacle. Et c'est vrai que des fois, on se dit que la culture sert à un peu rabibocher et à créer du collectif. Et quand tu parles de rencontre, pour moi, c'est ça. Sur Bisous aussi, c'est le projet de notre temps fort, Bisous. Oui, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. On est vraiment sur ce moment de rencontre, et c'est vrai qu'on mélange les différentes esthétiques, de la musique, de l'image. Et je me souviens très bien du Bisou de l'année dernière, qui était le Bisou d'après Covid, et tout le monde avait vraiment besoin de se faire des bisous. De se faire des bisous, de se libérer, de se sentir en sécurité aussi. Et c'est ce sur quoi on travaille, en fait, que chacun puisse faire des fêtes libres et en même temps sécures. Et c'est vrai qu'on a fait une soirée bisous l'année dernière avec un groupe qui s'appelle Bagarre, ce qui est assez antinomique avec le mot bisou, et où on a vu une fête où il y avait des jeunes filles, des jeunes hommes, tous extrêmement contents d'être là, sans risque. Voilà, des beaux moments de rencontres et de fêtes. Et je pense qu'après le Covid, on avait vraiment besoin de ça. Et ça a été hyper libératoire. Tout à fait. Ce soir, c'est Charlie Winston qui joue à guichet complet, comme souvent. Oui. Hein ? Mais les vraies festivités de l'anniversaire, c'est demain. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le programme ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'on va entendre ? Raconte-moi. Alors, ça commence à 17h et soyez là à l'heure parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. On a fonctionné sans réservation. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis, effectivement. À 17h, avec une ouverture par Xavier Bonnefond qui vient... annoncer une bonne nouvelle. Voilà. Il vient chanter ? Non, parce qu'il va courir après au foulée. Donc, on ne va pas lui demander d'en faire trop non plus dans la journée, le pauvre. Et ensuite, effectivement, des concerts un peu partout dans la nef, dans les endroits que vous ne connaissez pas forcément, avec des groupes qui ont marqué l'histoire de la nef, comme Jim Jones, qui avait déjà venu, je pense, quasi 4 ou 5 fois, donc qui parle aux gens de plus de 30-40 ans. Renaud, bonjour. Et aussi des groupes découvertes, et notamment des femmes, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur cette question de valoriser la création féminine, donc des femmes productrices électro ou hip-hop. Il y en aura pour tous les goûts, du rock, du hip-hop. Edkezis, c'est quand même le premier groupe qui a été soutenu par la nef, si je ne me trompe pas. Le premier groupe soutenu par la nef et qui a fait ce tour de force de reprendre du Nirvana, où on a l'impression d'avoir vraiment Kurt Cobain face à soi. Enfin, c'est vraiment, pour les fans de Nirvana, c'est vraiment un moment à ne pas rater. Les groupes des studios, aussi 4 groupes des studios amateurs qui joueront dans les studios, et une exposition gigantesque de 30 ans d'artistes et de public à la nef. Vous retrouverez chacun vos moments forts. Des partenaires aussi, des partenaires de jeu. Il y aura Cosmopolite qui sera là, Thévenet Musique, Emmaüs avec qui on travaille beaucoup, et l'association Régie Urbaine La Rue de quartier Bassot. Et des food trucks pour se restaurer, des ateliers pour enfants, mais ils sont complets, de l'image avec des petites surprises à se ramener chez soi. Je vais arrêter là parce que ça fait beaucoup. Très bien. Et un gros gâteau quand même. Ah, quand même. Un gros gâteau avec énorme gâteau pour tout le monde. Super. Pour les gourmands. Pour finir, on va fermer les yeux, on va faire un peu d'anticipation. Comment tu vois la nef dans 10 ans ? C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles. Ou Lydie, vous deux, voilà, vous avez... La conclusion, ça sera évidemment Laetitia qui va la faire, mais moi, en tant qu'ancien de la nef, moi, je suis vraiment extrêmement heureux de voir que la nef, effectivement, 30 ans après, soit encore là, et elle est bien là. Et elle est entre de bonnes mains avec Laetitia, Baptiste et puis le reste de l'équipe. Et pour les gens du départ, comme Michel Toledo, Gaël Lepage, Jacques Menanto, qui ont vraiment fait partie de cette aventure du début, de voir que la nef est toujours là, elle continue, et j'espère qu'elle va être là encore très longtemps. Pour nous, c'est une super satisfaction, quoi, voilà.
Laetitia? J'espère que dans 10 ans, à la Nef, on verra Ligui Chauveau, Michel Toledo, Jacques Ménanto, Gaël Lepage, les fondateurs, qui viendront avec leurs petits-enfants, pourquoi pas, écouter des concerts dans l'espace végétalisé qui sera tout autour de la Nef, parce que ça fait la Nef 3, en fait, elle sera à l'extérieur. On a bossé sur l'intérieur, maintenant on veut bosser sur l'extérieur. On accueille beaucoup de familles, de parents, de petits. C'est un projet qui va qui sort de terre, qui va éclore en 2024. On accueille beaucoup de familles, beaucoup de projets avec les scolaires. C'est 4000 élèves qui viennent à la Nef maintenant par an. Donc il était important pour nous d'avoir un bel endroit. Et un bel endroit, qui ne soit pas un point chaud de l'agglomération, mais plutôt un point frais pour pouvoir développer les activités sur des temps où le climat est plus compliqué. Donc la Nef, pour moi, c'est ça, c'est un endroit végétal, luxuriant, en termes de végétation, mais aussi de propositions artistiques. Et puis c'est un endroit qui ira chez vous, parce que de plus en plus de concerts en dehors de la Nef. Par exemple, le 22 avril, on organise un concert au skatepark du Gond-Pontouvre. Et plein de surprises comme ça, on va sillonner un peu l'agglomération avec notre caravane musicale. Vous allez reprendre un petit peu ce qu'a fait Ligui au départ. Ouais. D'accord. Et puis il y a toujours une filiation sur l'échiquier régional, assez proche avec la Sirène de La Rochelle, qui elle aussi fête son anniversaire le 1er avril. C'était un clin d'œil puisque David Fourier, le directeur de la Sirène, a été passé par la Nef. Du coup, eux, ils font leur anniversaire ce soir pour être présents demain à Angoulême. Donc c'est cool aussi, quoi. Voilà. Très bien. Bon, on va souhaiter une belle réussite pour cette journée d'anniversaire samedi à partir de 16h à la Nef. 16h30. 16h30. Laetitia l'a dit, ne soyez pas en retard, il n'y en aura pas pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Au revoir. Renaud, j'ai quand même envie de te demander, toi, quel est ton meilleur souvenir à la Nef en tant que photographe et spectateur? Alors, en tant que photographe, j'ai bien aimé Ibrahim Malouf parce que c'est vraiment c'est un concert qui m'a complètement hypnotisé. C'est pas du tout, pour être très honnête, c'est pas du tout une musique que j'écoute d'habitude, mais c'est un concert qui m'a vraiment scotché. Et après, d'un point de vue... et j'ai un deuxième, Stromae, que je connaissais pas du tout et qui m'a... pareil, là en photo, il a une présence sur scène qui est juste incroyable. Et après, d'un point de vue perso, ce qu'on a derrière toi, Punky Drumly, qui est évidemment la garde de Nef, mais Punky Drumly qui était quand même un moment incroyable avec des vieux sons de ma jeunesse, avec des copains et de la bière. C'était vraiment un moment incroyable. Assez de bière, c'est important. Voilà. Bon, et merci à tous les trois. On vous souhaite en tout cas un bel anniversaire et on passe aux invités suivants. Jeudi, les étudiants du BTS Métiers de la mode du lycée Jean Rostand et du BTS Audiovisuel du LISA à Angoulême organisent un défilé éco-conçu en partenariat avec Magélis. C'est jeudi soir à 19h à l'Engmin. Ce sera d'ailleurs diffusé en direct sur le site de CL. Et pour en parler, nous avons 3 invités en plateau. Bonjour, merci à tous les 3. Yukiko Pinard, bonjour. Vous êtes étudiante en diplôme national des métiers d'art et du design. Et 2 enseignantes, Karine Gourceau, enseignante au LISA, vous êtes à l'origine du projet, vous allez nous raconter ça, et Nathalie Portejoie, enseignante au lycée Jean Rostand. Merci également d'être avec nous. Bonjour. Première question, d'où est né ce défilé ? Alors ce défilé, en fait, c'est vraiment la finalité d'un projet qu'on mène depuis le début de l'année scolaire, en fait, depuis septembre dernier, qui a généré en fait nombreux partenariats. En fait, tout a commencé d'une rencontre l'année dernière avec Géraldine Zanier, donc responsable des formations au pôle Image Magélis, qui nous a proposé au LISA une intervention de l'association Ecoprod, en fait, qui travaille sur tout ce qui est écoproduction dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. On a eu une intervention de cette association et à partir de là, l'idée a un petit peu germé de pourquoi pas construire un projet autour de ce thème-là et pourquoi pas un défilé de mode. Donc le défilé de mode, c'est vraiment la finalité d'un projet sur lequel on travaille en fait depuis. C'est l'apothéose. C'est ça, c'est le final. Et donc il fallait bien pour un défilé avoir aussi du contenu entre guillemets. Donc on a contacté nos collègues du lycée Jean Rostand qui ont répondu présentes tout de suite. Et donc, le projet est né à partir de là, en fait. D'accord, bon. Et c'est les étudiants qui vont jouer les mannequins, c'est ça, hein ?
Oui. avec la particularité. Bon. Je vous propose, puisqu'on voulait avoir des étudiants qui portent notamment les vêtements, ils sont en examen, si j'ai bien Oui, compris, voilà, ça c'est prime sur la télé. Mais on a quelques photos qu'on va pouvoir commenter en direct. Peut-être avec vous, Nathalie, expliquez-nous alors comment sont faites ces robes, qui a travaillé dessus, avec quels matériaux, puisque c'est aussi des robes recyclées. En matériaux recyclés, en tout cas. Dites-nous Voilà, tout. donc là, avec les terminales bac, donc c'est une épreuve d'examen, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Le projet dure 120 heures pour ces robes-là, hein, mais il y a un autre projet aussi pour le recyclage de certains textiles. Donc, durant ces 120 heures, les élèves sont censés réaliser un modèle. Alors, on propose une thématique. Hein. On est parti du film Haute Couture de Sylvie Royan, qui est sorti en 2021. Donc là où on met en valeur l'apprentissage durant ce film. Donc nous sommes partis de ça et de inspiration de Dior. D'accord. Donc voilà. On va voir quelques robes à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elles sont faites? Elles vont s'afficher très bientôt. Alors, on leur a donné des tissus. Le lycée a fourni tout ce qui est fourniture et tissus. Donc tous ces matériaux et fournitures sont issus du surplus de stock de confectionneurs. Donc on prend tous nos tissus généralement chez Decour à Javerlac pour ces robes-là. Donc voilà, on est dans le thème. Et tout l'intérieur des robes a été réalisé en tissu recyclé. Voilà. D'accord. Polycoton. D'accord. Et il y a aussi des tenues de nuit. Ah voilà, donc il y a un autre projet qui s'appelle le chef-d'œuvre. Ouais. C'est aussi un sujet d'examen, hein, une épreuve d'examen. Donc là, les élèves ont réalisé des tenues de nuit. Alors c'est Madame Syria du Beau-Linge à Saint-Iriex qui nous a demandé de produire et de réaliser, de mettre au point des vêtements de nuit à partir de tissus recyclés. Donc ce sont des draps, généralement d'hôtel, qu'elle recycle, hein, au sein de sa société. Donc nous sommes partis de là et elles ont proposé des modèles, elles ont décidé des modèles. Madame Syria a sélectionné certains modèles et les élèves ont réalisé le prototype avec essayage et tout ça. Donc on fournit à Madame Syria un modèle fini, plus tout ce qui est documents techniques pour réaliser ce modèle. Hein. Il faut savoir, les élèves font aussi la gamme de fabrication, hein. Elles font aussi la gradation pour avoir les différentes tailles. Voilà, tout ça, c'est réalisé avec des logiciels professionnels, hein, qu'on a au lycée. Donc, il y a toute une étude autour d'un modèle. Il n'y a pas juste la réalisation. Il y a tout ce qui est aussi élaboration de documents techniques, hein, le cahier des charges, la gamme de fabrication, la nomenclature, voilà. Oui, c'est de A à Z, finalement. Voilà, en réalité, c'est de A à Z. Elles ont conçu, mais elles ont aussi établi tout ce qui est documents qui accompagnent le modèle. Alors, l'effet waouh, entre guillemets, de ce défilé, Karine, ça va aussi être une robe de mariée. Expliquez-nous, qu'on a d'ailleurs à l'écran, expliquez-nous l'histoire de cette robe. Vous avez de la chance, parce qu'en fait, la robe de mariée, on avait dit qu'on ne la montrerait pas avant le défilé, donc on le fait pour la Charente aujourd'hui. Oui, alors la robe de mariée, en fait, pour la petite histoire, donc elle a été confectionnée au LISA. Par Catherine Chailloux, alors c'est la lingère et couturière du lycée, qui s'est pris au jeu en fait. On lui a proposé, on lui a donné un petit peu le challenge en fait, et elle a accepté. Je pense qu'elle a beaucoup réfléchi avant d'arriver à ce final. Et donc là, la robe de mariée est faite uniquement avec de la récup. Donc là, on voit des bouteilles plastiques, des bouchons de bouteilles, des bouts de rideaux. Voilà, donc le final, c'est effectivement cette magnifique robe. Et qui va la porter alors le jour J? Alors ça, ce sera la surprise. Ça, je ne vais pas pouvoir le dire aujourd'hui. Marié et eux, le suspense restera jusqu'au bout. Bon. Une bonne occasion d'assister à ce défilé. Voilà. Alors par contre, ce que j'aimerais juste dire peut-être pour ça, c'est qu'en fait, ce défilé, il rentre vraiment dans un cadre d'examen pour nous également, hein, comme pour les collègues de maroquinerie et de mode. Donc nous, au niveau du BTS audiovisuel, il rentre dans le cadre d'une émission qui va être produite et diffusée donc, ce soir-là. Et c'est vraiment l'examen. Donc les étudiants sont évalués sur des compétences à partir de la captation. Ouais. Donc on a Eric Agege qui réalisera la captation de cette émission. Hélène Lamarche, mon autre collègue, qui elle travaille avec les DNMAT, dont on parlera avec Yukiko après. Donc il y a beaucoup de partenariats en fait qui se sont développés entre collègues, entre sections, et puis également avec le milieu de l'entreprise. Donc on pourra peut-être parler.
Alors justement, Yukiko, vous êtes venu avec quelques éléments de décor que vous avez contribué à faire, notamment cet éventail cocarde qu'on voit juste derrière les deux enseignantes. Expliquez-nous un peu comment vous avez travaillé, combien de temps ça a pris. Alors nous, en DENMAD, on s'occupe donc du décor du plateau. Donc on a travaillé avec Benoît Appiot qui est venu dans notre classe pour nous expliquer comment monter des éventails. Donc il a fait quelques expériences. C'est un artiste que notre professeur nous a présenté pour ce cours. Et donc l'idée c'était de faire des prototypes comme on peut avoir quelques-uns ici que j'ai amenés. Et donc l'élément de décor qu'il y a derrière les enseignantes, c'est un décor qui va être présenté non seulement pour le défilé, mais aussi on a confectionné des éventails beaucoup plus grands, mais d'une taille presque gigantesque. On était plutôt sur du 2 mètres en fait. Ah oui, d'accord. Pour justement servir de décor pour le défilé et avec cette idée du papier pour la part éco-prod. D'accord. Donc là, en tout cas l'éventail, c'est que du papier. Oui. Ok. Oui. Seulement une part qui est en bois, mais sinon le reste est 100% confectionné en papier. Comment vous faites pour trouver des éléments de décor qui s'assortissent bien, entre guillemets, à ce qu'on voit dans le défilé? Est-ce que ça, c'est important? Au départ, c'est parti d'une exposition qui s'appelle L'Air du temps sur les éventails, qui est exposée à Bordeaux. Et on a voulu importer l'objet de l'éventail, qui est aussi un élément de mode, justement, pour que ça s'accorde parfaitement dans le contexte du défilé. Ouais. Et comme les couleurs qui sont employées pour les vêtements sont dans des teints blancs et un peu roses, on a voulu ajouter cette touche de papier. D'accord. Pour que ça vienne s'accorder parfaitement au défilé. Il faut combien de temps pour réaliser une pièce comme ça? Pas beaucoup, on a fait plusieurs et ça nous a pris une journée. D'accord. Avec la classe. Ok. Alors, on va aussi pouvoir voir des sacs qui sont vraiment extrêmement jolis. Vous en avez un aussi à vos pieds, Nathalie, qui est un peu plus grand. On a peine à imaginer le matériau utilisé. Expliquez-nous avec quoi vous avez fait ces sacs, enfin vos étudiants notamment. Voilà. Alors, au lycée, nous avons aussi la section maroquinerie. Ouais. Donc, c'est ma collègue, Madame Massonnet, qui gère cette classe. Donc, pour le projet, elles ont aussi utilisé du recyclage. Hein. Donc, c'est des affiches publicitaires de la BD. On voit bien que voilà, ça représente personnage de BD. Aussi des bâches et des voiles de bateau. Donc, elles ont réalisé des sacs en fonction... Chaque élève a fait en fonction de sa personnalité. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a des sacs très différents, hein, des petits, des moyens, des grands. Donc, ça, c'est géré par ma collègue. Et je tiens à préciser que nous n'avons pas la section BTS au lycée professionnel, c'est les bacs pro. Bac pro, d'accord. Voilà. Très bien. Je tiens à préciser, parce que sur l'article, il y avait écrit BTS. Ah oui. Non, c'est après à Poitiers, la poursuite d'études. Donc, nous n'avons que les bacs pro, c'est déjà bien. Et le CAP à Ils font déjà de très belles réalisations. Voilà. Donc, et c'est très solide en plus, non, ces sacs? Oui, tout à fait. De toute façon, tout ce qui est affiche publicitaire, oui. Quand on touche, c'est solide. Oui, on peut s'en servir et mettre des choses dedans, bien sûr. Ce sont des produits fonctionnels. Oui. Et qu'est-ce que vont devenir ces vêtements et ces sacs après le défilé? Alors, la plupart du temps, quand les élèves réalisent leurs produits, elles désirent l'acheter. Donc, c'est normal, je veux dire, c'est leur bébé, quoi, en fin de compte. Donc, soit elles achètent, donnent une participation parce que le fil a été fourni, les fournitures ont été fournies par le lycée. Soit elles nous laissent et puis nous on s'en sert après pour les expositions, pour le FOF, tout ce qui est défilé, FOF. Alors on voit que la question environnementale a un peu guidé ce projet. Est-ce que c'est important pour vous, Yukiko, dans la vie, le métier que vous envisagez ensuite de faire, c'est quelque chose que vous voulez prendre en compte? Oui, forcément, c'est, je pense, une question qu'on se pose plus ou moins en tant qu'étudiant, de toute manière. Dans ma formation, donc en DNMA, je suis en image animée, donc c'est plutôt une part informatique finalement plus que manuelle. C'est un peu plus compliqué de penser à la manière dont on veut être écolo, parce qu'on va utiliser des outils numériques qui ne sont pas toujours éco-responsables, donc essayer de trouver un parti pris parmi toutes les possibilités qu'on nous propose. Et vous le sentez ça aussi, cet intérêt chez vos étudiants? Oui, et étudiantes? Ouais.
Oui. Alors, justement, sur les conférences qui ont été menées donc, en partenariat avec Magélis, nous, on a eu des conférences en audiovisuel sur la partie gestion des décors, gestion d'une régie, par exemple. Ah oui. Donc, effectivement, les étudiants sont sensibilisés et on va de plus en plus devoir aussi les sensibiliser à cet éco-environnement, en fait, dans tous les domaines. Très bien, et ben merci à toutes les trois d'avoir été avec nous. Et on termine cette émission par 3 bonnes idées de sortie pour le week-end. D'abord, tout le week-end à Montbron, le Vieux Château accueille les 2e journées européennes des métiers d'art. Plus de 20 artisans d'art seront présents avec leurs réalisations. Sculpteurs sur bois, doreuses à la feuille d'or, abat-jouristes, restauratrices de tableaux, luthiers, bref, on aura l'embarras du choix. C'est de 10h à 18h et l'entrée est libre. Ce samedi de 10h à 17h, Bloomcal, l'entreprise de création de mobilier et d'aménagement à Gonpontouvre, organise un vide dressing pour les enfants. 2000 pièces pour les entre 0 et 12 ans seront à chiner. On pourra également chiner du mobilier de seconde main et découvrir d'autres créateurs. Et enfin, à Cara, c'est le salon Passion Maison, tout ce week-end, avec 150 exposants, des professionnels spécialisés de la construction, de la rénovation, de l'équipement, de la décoration et de l'aménagement qui seront réunis. C'est de 10h à 18h et ça a donc lieu tout le week-end. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez la revoir sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.